Alors, on va commencer. Donc, bienvenue à tous. C'est super. En fait, on voit très bien que au niveau technique, tout le monde s'est bien connecté au niveau du son, de la caméra et tout ça. Donc, je voulais peut-être rapidement passer le petit tutoriel qui avait été envoyé. En fait, je me présente Geneviève Dufour. Je suis aux communications au Forum de jeunesse et au développement social de l'île de Montréal. Et puis, ma collègue ici, Victoria Relano, coordonnatrice du forum. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, ça, c'est la partie un petit peu plus technique. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, on est la Saint-Valentin. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être là pour parler justement de choses, d'expériences qui sont liées avec la communauté, avec l'amour universel. Finalement, on va peut-être un peu loin, mais au final, c'est quand même pour rassembler les gens, pour faire en sorte que des choses évoluent et qu'on est encore plus connectés. Donc, je vais laisser la parole à Victoria pour vous présenter un petit peu plus le topo de ce webinaire. Alors, bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous ce midi pour parler de formes innovantes de participation sociale à la gestion municipale et plus largement de l'influence des acteurs de la société civile sur les politiques et les mesures publiques. Nous allons discuter aujourd'hui avec nos intervenants, mais aussi avec vous, nos participants, qu'on espère curieux. Donc, nous allons discuter du travail d'accompagnement réalisé par les organismes qui représentent les citoyens et des initiatives citoyennes d'ailleurs, plus précisément de Barcelone, et qui ont contribué aux politiques municipales. Donc, c'est un webinaire qui fait partie d'un thème plus large que le forum explore cet hiver, celui des modèles d'influence des politiques publiques en vue d'intégrer la dimension de développement social dans l'ensemble des décisions publiques. Nous préparons, entre autres, une vaste rencontre de concertation avec nos membres et nos partenaires pour discuter de structures partenariales qui associent la société civile organisée aux institutions publiques. Donc, avant de présenter nos intervenants, je voudrais rappeler sommairement la mission du Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc, le Forum est un organisme de concertation de portée régionale et il se veut un espace de dialogue des acteurs de développement social de l'île de Montréal. Et notre vision du Forum est celle d'un incubateur de réflexion intersectorielle apte à répondre aux enjeux du développement social tels que la participation citoyenne, la constitution de partenariats sociaux viables, vivre ensemble ou encore l'aménagement de l'espace urbain à l'échelle humaine. Nous visons à diffuser des innovations, expertises et pratiques inspirantes d'ici et d'ailleurs sur le développement social afin de faire reconnaître son importance pour un développement plus équitable sur l'île de Montréal. Donc, le Forum est connu, entre autres, pour avoir contribué en 2017 à l'adoption de la première politique de développement social à la ville de Montréal et nous souhaitons jouer un rôle catalyseur pour les futurs plans d'action de la ville de Montréal associés à cette politique de développement social. Alors, voici pour ce qui est du forum. Et maintenant, sans tarder, je vous présente nos intervenantes et notre intervenant, parce qu'on a trois femmes avec nous et un homme. Donc, nous laisserons la parole en premier à Isabelle Godette, qui est organisatrice communautaire depuis 20 ans déjà. Elle agit en ce moment en tant que chargée de projet au Centre d'écologie urbaine. Isabelle s'est spécialisée dans l'intervention auprès des communautés et les questions de démocratie, leader dans le design de processus participatifs et l'acceptabilité sociale. Elle travaille aussi avec les municipalités et les institutions. Elle développe des processus de mobilisation, de concertation et d'animation auprès des collectivités partout au Québec. Et plus récemment, elle intervient dans des projets de budget participatif pour permettre aux citoyens de décider d'une partie du budget pour transformer leur ville. Bienvenue Isabelle. Bonjour.
Alors, notre deuxième présentation sera réalisée par une équipe de 3 intervenants, membres d'une délégation d'études à Barcelone en novembre dernier. Il s'agit d'une délégation montréalaise pour prendre connaissance des pratiques, des projets collectifs novateurs qui ont été au cœur de solutions à Barcelone pour retrouver une ville à l'échelle humaine. Donc, il s'agit de Laura Espillot, de Nadine Tadji et de Marie-Soleil Lallier. Laura est économiste et journaliste de formation. Elle est chargée de projet de transfert chez CITIS. Elle est originaire de Barcelone et réside depuis 5 ans au Québec. Laura mène une carrière internationale dans des projets de développement local et le soutien à l'économie sociale. Elle a travaillé, entre autres, pour un incubateur d'entreprises sociales en Inde. Donc, plus récemment, elle était responsable de la programmation et de la mobilisation internationale du Forum mondial de l'économie sociale GSEF 2016, co-organisé par la Ville de Montréal et le chantier de l'économie sociale du Québec. Donc, son objectif professionnel est de contribuer au développement de l'économie sociale en tant que moteur d'un modèle de développement économique au service des personnes. Nadim est analyste à Espace-Temps, une entreprise d'économie sociale. Il est aussi candidat au doctorat à l'École de design de l'Université Laval. Nadim est passionné par les questions de participation publique, d'innovation sociale et de l'aménagement de l'espace urbain. Ses recherches doctorales portent sur l'engagement citoyen dans l'espace public et la contribution du design au sein de processus de participation publique. Et enfin, Marie-Soleil est cofondatrice de l'épicerie Loco et candidate au doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAM. Loco est une épicerie écologique zéro déchet qui vise à verdir le secteur de l'alimentation au Québec. Et dans le cadre de son doctorat, elle s'intéresse à la contribution des initiatives citoyennes à la transition socio-écologique. Alors, bienvenue Laura, Nadim et Marie-Soleil. Donc voilà, comme prévu, je laisse la parole à Isabelle Godette qui parlera du budget participatif. Bonjour, je vais passer tout de suite à ma présentation sans me présenter puisque vous l'avez très bien fait. Donc, le Centre d'écologie urbaine, c'est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 1996 par des citoyens de Milton Park. Donc, la mission du centre, c'est de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis longtemps, on contribue à influencer différentes pratiques. Je pourrais prendre 2 exemples plus récents. Avec notre guide sur l'urbanisme participatif, on a introduit vraiment le terme de l'urbanisme participatif au Québec. Maintenant, c'est un terme qui est vraiment réutilisé, alors qu'il était à l'époque plus utilisé en Europe. On a aussi amené la question du budget participatif au Québec et de différentes manière, on influence les politiques publiques en participant beaucoup par des alliances avec d'autres organismes du milieu ou le dépôt de mémoire. Si on prend l'exemple de la politique sur la traversée de la rue montréalaise de 2013, le centre, il y a plusieurs recommandations du centre qui ont été reprises dans la politique. Ou sur le cas de la sécurité routière, dernièrement, on a fait aussi des représentations. Donc, qu'est-ce que c'est l'écologie urbaine? J'aime bien qu'on se le rappelle parce qu'il y a quelques années, avec notre planification stratégique, on a réalisé qu'on ne savait pas tellement tout le monde qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, l'écologie urbaine, c'est vraiment de voir la ville comme un système dans lequel l'humain est au centre. Et on se préoccupe donc des questions de démocratie pour que le système fonctionne bien. Il faut que l'humain participe à son environnement. Donc, nos préoccupations sont beaucoup sur ce qui se passe dans la ville. On aime bien les belugas et la forêt boréale, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'environnement bâti, la mobilité dans la ville, le verdissement. Donc, c'est tout à fait logique que le centre s'intéresse au budget participatif parce que c'est un moyen d'agir sur la ville et d'impliquer les citoyens. Ce n'est pas nouveau que le centre s'intéresse au budget participatif. En 2006-2008, il y avait eu le budget participatif sur le plateau dans lequel le centre faisait partie d'un comité de travail sur la démocratie qui suivait le processus. Notre ancien directeur, Louis Rabouin, avait écrit un livre sur le budget participatif et au fil des ans, on a été impliqués avec nos partenaires de Participatory Budgeting Project aux États-Unis à différentes conférences,
On a aussi accompagné le processus de budget participatif de Saint-Basile-le-Grand de 2014 à 2016. Cette année, l'an dernier, on a expérimenté un mini processus de budget participatif avec le projet Les Dents Creuses dans Rosemont. Donc, on suit ces démarches-là et on en fait la promotion depuis plusieurs années. Le budget participatif, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça fait appel à plusieurs niveaux de participation. Donc, il y a toute l'information du public sur le budget, des aspects de consultation, donc connaître l'intérêt des gens, connaître leurs besoins. Il y a des ateliers où on discute. Il y a une forme de négociation et de discussion entre citoyens, mais surtout, un élément intéressant, c'est qu'il y a une codécision. Le budget participatif est décisionnel. Donc, c'est un niveau élevé d'influence de la décision. Je vais en parler plus en détail de différentes façons. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle du budget participatif? Il y a souvent de la confusion entre le simulateur budgétaire, qui est une consultation en ligne qui demande l'opinion des gens et de consultation budgétaire où on discute du budget avec des élus. Il y a la commission des finances à la Ville de Montréal qui discute de finances et il y a des sondages qui portent sur les questions budgétaires. Donc, pour nous, le budget participatif, c'est vraiment un processus dans lequel il y a une décision. Les processus de consultation en ligne sont souvent, comme on dit, du niveau consultation. Donc, pas toujours, les résultats de la consultation n'influencent pas toujours la décision. Donc, en général, dans les processus de budget participatif, il y a un vote. Et parfois, je me fais dire, on ne peut pas appeler ça un budget participatif parce que ce n'est pas l'ensemble du budget de l'arrondissement ou de la ville. Mais ça n'a jamais porté sur l'ensemble du budget. Donc, le budget participatif, ça porte en général sur une partie du budget public. Pourquoi le budget participatif? Bien, tout d'abord, le budget, l'argent, c'est un pouvoir. Donc, l'information, c'est un pouvoir aussi. Et le budget, c'est souvent le reflet des choix politiques des élus. Donc, le budget participatif, c'est un partage de pouvoir avec les citoyens. On a plusieurs problèmes liés à la participation. Parfois, c'est pénible. Les citoyens se mettent en mode réaction des projets qui sont proposés. Parfois, on constate aussi que les processus sont inéquitables. Consulte, ici, on dirait des jumeaux habillés pareil, blancs, du même âge. Donc, souvent, les processus de participation ne sont pas équitables en termes de profil de participation. Aussi, on vit parfois de l'impuissance. Il y a des processus de consultation, mais on ne sent pas qu'au bout du processus, on influence la décision. Et enfin, l'idée du budget participatif, c'est de réinventer la démocratie pour la centrer davantage sur la participation que sur les experts. Donc, la participation du public à différentes étapes. C'est aussi une réponse aux défis démocratiques. Ça crée un nouvel espace de délibération, des nouvelles dynamiques entre élus qui ont une vision et qui ont en charge l'administration publique, des citoyens qui ont des besoins, des idées, une connaissance du territoire et des usages qu'on en fait, et les fonctionnaires qui ont un regard analytique sur les problèmes, les besoins, les coûts, etc. Donc, ça crée un espace de délibération qui permet aux élus, fonctionnaires et citoyens d'échanger. Souvent, les fonctionnaires n'ont pas accès à l'apport des citoyens lorsqu'ils développent des projets. Peut-être l'autre élément que je voudrais apporter par cette diapositive-là, c'est que les processus viennent parfois initier des élus qui ont une vision politique, parfois des citoyens qui réclament auprès de leurs élus les processus. Dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, je vais vous parler du processus tout à l'heure. C'est des citoyens dans une nuit des débats qui ont mentionné l'intérêt pour un budget participatif et c'est comme ça que les élus ont décidé de développer un budget participatif.
Parfois, c'est des fonctionnaires qui ont participé à des présentations sur le budget participatif et qui ont aimé l'idée et qui amènent cet intérêt-là aux élus qui souhaitent le mettre en place par la suite. Donc, les intentions énoncées du budget participatif, c'est vraiment de faire appel à l'intelligence collective, de se baser sur des idées, des potentiels. Donc, on part souvent pas d'une table vierge, mais on part d'idées, de potentiels, de besoins, et on est dans une logique collaborative où on fait confiance aux citoyens et où on partage le pouvoir, comme je disais, dans le but de transformer la ville ensemble. Je vais vous présenter les étapes clés du cycle de budget participatif. Donc, le budget participatif, idéalement, c'est un cycle qui revient sur plusieurs années. La première étape qui est importante, c'est de préparer le processus. Nous, on fait la promotion de créer un comité de pilotage qui implique des citoyens, des organismes, des fonctionnaires, parfois des élus, dans le but de définir les règles du jeu pour avoir un processus qui ressemble à la population et au contexte, qui s'adapte au contexte où il est réalisé. La première étape de participation citoyenne, c'est la proposition d'idées. Dans certains contextes, ça se fait en personne et à l'aide d'outils numériques. Et les résidents partagent, discutent d'idées potentielles basées sur les besoins de leur population. La prochaine étape, c'est le développement des projets. Moi, j'encourage que le développement des projets se fasse en comité ou en atelier de travail, mais dans certains contextes, comme à Saint-Basile-le-Grand ou actuellement, je pense que c'était Boisbriand, ça a été du dépôt de projet individuel. Donc, les gens complétaient une fiche et développaient un projet. L'étape de développement de projet, c'est aussi une étape qui se fait en collaboration avec la fonction publique dans le but de développer des projets qui répondent aux critères, qui respectent les politiques et les plans en place et dans le but de faire des projets qui sont réalisables. Ensuite, les processus ouvrent généralement vers des votes, des priorités à la population. Constatez qu'on ne parle pas de projet gagnant. Ici, ce n'est pas une idée de Madame X a déposé un projet et c'est son projet qui a gagné comme un concours. L'idée, c'est de demander à la population, dans les projets présentés, quelles sont vos priorités. Enfin, les projets qui sont priorisés par la population sont financés et on fait une évaluation en continu. Donc, pour nous, c'est important de documenter le processus à chaque étape, de vérifier qui participe, de prendre des photos et de voir comment on peut améliorer le processus pour que l'année suivante, le processus soit bonifié parce qu'il n'y a pas un processus démocratique qui est parfait. Et dans le budget participatif, c'est des essais-erreurs. Il n'y a pas un modèle c'est pas une recette à adapter à chaque contexte. Actuellement, dans le monde, on dit qu'il y a environ 3500 démarches de budget participatif. Ici, je vous ai mis quelques exemples. L'an dernier, Matane a fait un processus de 200 000 $, donc une petite ville qui a accordé un grand budget. Il y a la ville de Boston qui a un budget participatif d'1 million par année qui est voté par des jeunes de 12-25 ans. Il faut savoir que le processus, il y avait déjà une structure de conseil jeunesse très forte à Boston qui permettait la réalisation d'un tel processus. On a un processus à Paris qui touche presque 60 000 d'investissement, 60 millions de dollars par année. Et donc, on a toutes sortes de processus à différentes échelles qui existent. Au Québec et au Canada, c'est aussi en expansion. Ça, c'est une carte qui date de 2017. Dès le Chicoutimi, il y a un élu qui met 25 000 à décider par un petit comité. La ville de Rimouski, Nicolet, Saint-Basile-le-Grand qui a mis un processus de 2014 à 2016. Dieppe, au Nouveau-Brunswick, ville francophone qui mène un processus. Toronto, avec les HLM depuis plusieurs années, demandent à leurs résidents où investir pour les rénovations. Et dans les dernières années, Boisbriand, Nicolet, Shawinigan
On vient de terminer le processus à Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve débute son processus à la fin du mois. Donc, c'est vraiment en expansion partout actuellement. Petit résumé de Saint-Basile-le-Grand parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, Saint-Basile-le-Grand, c'est 17 000 habitants. Le territoire était pour l'ensemble de la ville. C'était 200 000 $ du budget d'immobilisation. Donc, ça devait être des investissements d'aménagement. A été mis en place en 2014. Quelques réalisations qui ont été menées par le processus. Ça a permis l'établissement d'une nouvelle place publique devant l'église et la mairie, l'achat d'un équipement de cinéma en plein air et la rénovation du terrain de soccer. La première année, c'est 500 participants au vote. Donc, c'est excellent. Je pense que ça représentait plus de 3% de la population en droit de voter. Donc, c'était excellent comme participation. On dit souvent que 1% de la population qui vote au budget participatif, c'est une excellente participation. Donc, je vais vous présenter le processus de Transformons nos parcs qu'on a mené en 2018 en accompagnement de l'arrondissement Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. Peut-être que d'abord, je dois dire qu'il y a un comité de pilotage qui a été créé avec les élus, des fonctionnaires et les représentants des 2 tables de quartier qui ont déterminé les règles du processus. Donc, en bref, l'arrondissement souhaitait mener le processus dans des parcs. Donc, au final, il devait y avoir 2 parcs à bonifier, donc un parc dans le secteur Rivière-des-Prairies et un dans le secteur Pointe-aux-Trembles. Chaque projet développé devait avoir entre 250 000 et 350 000 $. Une particularité intéressante du processus, c'est qu'il y a 327 000 $ qui provenaient d'Hydro-Québec, du programme de mise en valeur du territoire, suite à des aménagements d'Hydro-Québec, d'une redevance qui était donnée à l'arrondissement. Et la Ville a souhaité consulter la population pour cette somme-là et a finalement décidé de doubler la somme. Donc, l'arrondissement a choisi 6 sites, 3 dans Rivière-des-Prairies et 3 dans Pointe-aux-Trembles. On a fait des ateliers. Chaque atelier dont je vous présente avait lieu une soirée dans Rivière-des-Prairies, une dans Pointe-aux-Trembles. Le premier atelier, c'était les ateliers de développement de projet. Donc, les gens étaient amenés à donner des idées de projets à réaliser et chaque table travaillait sur un des parcs de leur secteur. Suite à ces idées-là, les participants étaient invités à compléter des fiches pour préciser les idées qu'ils trouvaient les plus intéressantes, donc en donnant un titre à l'idée, une description, des points forts. Une fois que chaque équipe de travail avait fait ses fiches, les sous-groupes présentaient le travail au grand groupe et les gens votaient, indiquaient leurs préférences pour les différentes idées développées. Toutes ces idées-là, recueillies lors des ateliers et aussi des idées mentionnées sur le lanceur d'idées en ligne, ont été analysées, classées pour savoir s'ils correspondaient aux critères, mais aussi par une première estimation financière avec les professionnels de l'arrondissement. Suite à ça, des idées préliminaires ont été présentées en atelier de bonification de projet aux citoyens. Donc, si on prend l'exemple à l'écran, il y avait 2 propositions de base avec une estimation de coût, avec des options. Donc, à partir des idées des citoyens, on a développé des projets qui étaient réalisables avec des coûts. Ces projets-là ont été présentés et discutés en atelier. On demandait aux gens quelles étaient les forces, les limites, les commentaires ou des bonifications qu'on devrait apporter au projet et s'il y avait des options, quelles préférences il y avait. Ensuite, les gens nous présentaient 3 éléments de la discussion incontournables et unanimes de leur travail en sous-groupe. C'est intéressant, je pourrais mentionner, dans un des projets, par exemple, les gens voulaient un sentier piétonnier qui avait été estimé à 50 000 $ par l'arrondissement. Et en travaillant en sous-groupe, on a réalisé qu'il y en avait déjà un sentier piétonnier. Dans le fond, c'était une fausse piste cyclable parce qu'il y avait une piste cyclable juste à côté.
Donc, le retrait du volet cyclable du sentier permettait de réinvestir le 50 000 $ dans un équipement à la place. Donc, c'est ce genre de discussion-là qui avait lieu dans les ateliers. Donc, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, il y a eu un vote en ligne et un vote en personne. Il y a un bulletin de vote qui avait été développé avec les 6 projets. Les gens devaient classer les projets à réaliser de 1 à 6 par ordre de préférence. Vous pouvez voter aussi juste sur 1, 2, 3 projets si vous voulez. Il n'y avait pas besoin de faire 6 votes. Il y a des codes de vote qui étaient émis pour contrôler, contrôler le vote et éviter le vote multiple par quelques personnes. Ici, on a un exemple là, du niveau de développement de projet qui a été mis sur le bulletin de vote. Donc, c'était le lieu, la vocation, une courte description et les éléments clés de l'aménagement à réaliser. Par la suite, les résultats des projets priorisés ont été présentés dans une soirée de dévoilement. Je pourrais vous présenter quelques résultats clés de la démarche. Donc, il y a eu 7 activités participatives et une activité de dévoilement des résultats. 272 citoyens qui étaient inscrits à une liste de contacts. Ça a amené en tout à toutes les activités, incluant le vote, 840 participations différentes. On a 670 personnes qui ont voté, dont les votes étaient valides. La majorité ont voté en personne lors de l'activité, en bibliothèque ou au bureau Accès Montréal. Il y avait quelques votes itinérants qui ont été réalisés aussi dans des organismes, sur le terrain, organisés par des citoyens et dans une résidence pour aînés. Chaque personne qui votait est invitée à compléter un sondage sociodémographique. Donc, ce qui a été intéressant de constater, ça a permis à des jeunes de 12-17 ans de participer, des gens qui n'ont pas accès au vote habituellement. Par les statistiques, on peut voir que dans certains cas, les participants, c'est représentatif de la population. Et parfois, on se dit qu'il y a des efforts à faire pour rejoindre un profil de la population plus varié. Donc, ce qui est intéressant aussi de constater par rapport au vote aux élections municipales, 12 % nous disent qu'ils votent parfois, 2 % jamais, puis 13 % qui n'ont pas le droit de vote. Donc, c'est quand même 27 % des gens qui nous disent qui ont participé à un processus auquel actuellement ils participent très peu ou pas. Donc, en bref, très bref, les bons coups et les défis du processus. Il y avait une volonté politique claire de respecter le vote des citoyens. Ça a permis de rejoindre des nouvelles personnes qui n'avaient jamais participé au processus, entre autres par l'envoi d'une invitation par la poste. On a constaté vraiment un changement de dynamique entre élus, citoyens, professionnels, et les activités sur le terrain ont permis de rejoindre de nouvelles personnes. Le temps pour définir le processus, ça a été quand même un défi, ça a été plus long qu'on pensait. Le choix des sites, ça créait une sorte de dynamique particulière. Il y a des sites que les gens ne voulaient pas de l'aménagement sur ces sites-là parce que c'était dans un milieu très résidentiel. Il y a des sites aussi, ce que ça a fait, c'est que les gens se sont intéressés beaucoup aux sites à côté de chez eux et non au projet. Donc, le fait de le concentrer dans des lieux spécifiques, ça donnait un défi. La complexité du système de vote, on a utilisé le système de Condorcet pour faire le vote et ça a été compliqué d'expliquer aux citoyens, compliqué d'expliquer les résultats, donc ça c'est un défi. Et la diversité des participants. Donc, on a vraiment beaucoup plus d'aînés, par exemple, que le profil de la population a d'aînés habituellement. Donc, pour retenir qu'il n'y a aucun processus de parfait, c'est des choix. Donc, dans certains contextes, le développement de projets individuels ou en collectif. Ce qui est intéressant, selon moi, du développement de projets collectifs, c'est que ça évite de mettre un nom à côté d'un projet
Et si le projet n'est pas retenu, il y a une déception importante souvent des individus, tandis que quand c'est en collectif, c'est moins attaché personnellement à un projet. Le collectif permet aussi de faire des choix en fonction des besoins de la population davantage que d'un intérêt personnel. Le vote en personne versus le mythe du vote électronique, on a l'impression parfois que le vote électronique va permettre de rejoindre beaucoup plus de gens. Il y a un défi de contrôle du vote et on a constaté à Saint-Basile-le-Grand, la première année, il y a eu plus de votes que la deuxième année, même si la deuxième année, il y avait le vote électronique. Donc, la mobilisation, ça reste le nerf de la guerre. Sans mobilisation, travail terrain, c'est pas parce qu'il y a un vote électronique qu'on va vraiment augmenter la participation. Aux États-Unis aussi, ils ont constaté que le vote électronique augmente la participation des universitaires et de la population blanche. Et eux, ils ont vraiment le souhait d'impliquer les exclus, donc privilégient le travail terrain plutôt que le vote électronique. Ensuite, ce qui est intéressant, à Rivière-des-Prairies, on a fait un vote avec un code de vote pour permettre vraiment un contrôle de qui vote. Il y a plusieurs processus qui sont basés aussi sur la bonne foi et on va l'expérimenter cette année dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, ce sera intéressant de pouvoir comparer les effets. Puis ça permet, donc, l'objectif de se baser sur la bonne foi, c'est de vraiment faciliter la participation et moins axé sur un contrôle. On n'est pas dans des élections générales où la décision a un effet très important à long terme. En conclusion, donc, quelques éléments clés pour des conditions gagnantes pour les processus. Volonté politique claire de respecter le choix de la population. Avoir une somme disponible qui est significative. Donc, lorsqu'on a 300 000, 250 000, 500 000 $ à investir, ça motive la population. Lorsqu'on parle de 25 000 $ et qu'on sait que juste un module de jeu, ça coûte plus importante et l'impact pour le milieu aussi. C'est important d'avoir des ressources humaines qui sont dédiées pour coordonner le processus. Comme plusieurs d'entre vous le savez, la mobilisation, ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est un défi, ça prend du temps. Organiser ce type de processus-là, il faut accorder des ressources humaines pour le faire. Ensuite, comme je l'ai mentionné, l'importance d'accorder du temps à la définition du processus en début. C'est des bases du succès. Plus nos règles vont être claires, plus ça va être facile par la suite les relations avec les citoyens. Ça prend du temps pour réaliser un processus complet. Donc, le processus, en général, on peut dire que c'est 8 mois à 1 an. Souvent, on veut commencer vite, on veut finir vite. Donc, pour mener un processus satisfaisant, ça prend du temps. La mobilisation, c'est un défi, mais c'est, comme je disais, les bases de la participation. Et enfin, une information claire, juste et simple qui permet que tout le monde comprenne les règles de notre processus, mais aussi que l'information soit claire à un public qui est moins à l'aise avec l'écriture et les démarches de consultation. Donc, je vous invite à visiter le nouveau site web du Centre d'écologie qui est budgetparticipatifquebec.ca où on présente de la documentation sur le budget participatif, mais aussi des vidéos sur le budget et différentes démarches qui ont lieu actuellement au Québec. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de plus de détails sur le sujet. On accompagne et on donne des formations à différents publics. Merci. Merci Isabelle d'avoir partagé cette expertise précieuse avec nous et pour cet exposé qui rend compte du grand intérêt des citoyens pour prendre part aux décisions qui affectent leur vie. Alors maintenant, c'est la parole à nos intervenants, membres de la délégation à Barcelone, Laura, Nadim et Marie-Soleil. Bonjour. 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 Bonjour.
je vais commencer du côté de cette délégation. Pour partager, vous allez me dire si ça marche. Alors voilà, c'est moi qui vais partager. Ah, tu as partagé? Je vais la partager. OK. Est-ce que ça marche? Oui. Parfait. Donc, tout d'abord, je me présente. Mon nom, c'est Laura Espiau. Je suis chargée de projet transfert, en particulier en lien avec la ville de Barcelone et d'autres territoires européens chez CITIS. CITIS, c'est le Centre international de transfert d'innovation et de connaissances en économie sociale et solidaire. Nous sommes une organisation internationale basée à Montréal et dont la mission est l'identification des bonnes pratiques internationales en économie sociale et solidaire et faciliter l'adaptation de ces pratiques et leur mise en place dans différents contextes locaux. Donc, je voudrais d'abord vous donner un peu le contexte sur cette mission d'étude sur les communs urbains à Barcelone dont Victoria parlait tout au début du webinaire. Parce qu'en effet, en novembre dernier, une délégation montréalaise réunissant des représentants de la ville de Montréal, d'institutions académiques et d'acteurs de l'économie sociale ont voyagé à Barcelone pour étudier qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport aux communs urbains. Vous pouvez voir la liste des participants ici sur l'écran. Qu'est-ce que c'est les communs urbains? C'est quelque chose que ma collègue Marie-Soleil va détailler un peu plus en avant dans notre présentation. Et je voudrais mentionner aussi que les projets ont été co-organisés entre CITIS et Solon. Solon, peut-être vous le connaissez, c'est un organisme collectif à but non lucratif qui propose de recréer des quartiers sur les ruelles de Montréal en co-créant et mettant en œuvre des projets énergétiques et de mobilité avec les citoyens. Juste vous présenter un peu les programmes qu'on a suivis pendant ces jours à Barcelone. L'objectif, ça a duré 6 jours assez intenses. Et l'objectif était de faire des visites et des rencontres afin de promouvoir l'échange de connaissances entre les participants de Montréal et les organisations de Barcelone. Et quand on parle de ces visites et ces rencontres, on parle tant de projets terrain innovants, ainsi que des acteurs publics ou politiques qui mettent en place des programmes ou des politiques publiques qui permettent à ces projets innovants d'émerger. Nous parlerons de certains de ces projets et programmes pendant notre présentation d'aujourd'hui. Et je voudrais souligner aussi l'importance de la délégation en soi pour ces projets, le fait que c'était un groupe mixte où il y avait des acteurs gouvernementaux locaux, des acteurs académiques et des acteurs terrain de l'économie sociale. Et ça a été très important au moment de faire des séances de réflexion et de restitution sur les apprentissages qu'on avait tirés de visites. En lien avec ça, ces groupes-là, on continue à travailler ensemble pour produire des outils qui permettraient de partager ces apprentissages pendant la mission d'études. Restez à l'affût parce qu'ils seront prêts très bientôt. Et ici, vous pouvez voir les participants de la mission. Et pour finir, avant d'initier la présentation en soi, juste vous dire un peu comment on va présenter ça. D'abord, comme je disais, Marie-Soleil va présenter qu'est-ce que c'est en commun, concrètement, qu'est-ce que c'est en commun urbain. On va parler à partir des apprentissages et des expériences visitées à Barcelone, des exemples de comment on peut intégrer les communs dans les politiques publiques municipales et comment la ville peut-elle appuyer les initiatives citoyennes. Donc, voilà, c'est tout de mon côté pour le moment et je laisse la parole à Marie-Soleil. Bonjour, vous m'entendez bien? J'imagine. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un commun? Il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs qui se sont penchés sur la question pour déterminer comment caractériser un commun. La définition que je vous présente aujourd'hui, c'est une qui est utilisée par Jonathan Durand-Folco. Il s'inspire de ces auteurs-là, mais je trouve qu'il y a une belle manière de le vulgariser pour que ce soit accessible comme concept. Donc, dans le fond, c'est quoi les communs? Mais en fait, c'est une façon de gérer collectivement les ressources partagées
C'est un modèle qui n'est ni basé sur la propriété privée ou exclusive et qui n'est ni basé sur la propriété publique ou étatique. Donc, autrement dit, les communs, c'est une façon pour une communauté de gérer de façon collective des ressources de manière autonome sans que celles-ci soient contrôlées par le gouvernement ou par les grandes entreprises. Donc, il existe différents types de communs. Nadim? Donc, on va retrouver des communs naturels qui vont permettre de gérer collectivement des forêts, des terres agricoles, des zones de pêche. On va retrouver des communs autochtones qui vont permettre de gérer autrement le territoire, de préserver les savoir-faire traditionnels à partir de différentes pratiques et connaissances. On va retrouver des communs numériques qui permettent, par exemple avec Wikipédia, avec des logiciels libres, à des millions d'utilisateurs de co-construire des connaissances à travers le monde. Et on va retrouver des communs urbains qui sont en fait des infrastructures qui vont être de la ville, qui vont être co-gérées ou qui vont être co-créées avec les citoyens. Par exemple, des monnaies locales, des ruelles vertes, des bibliothèques d'outils. Donc, on voit que les communs peuvent prendre vraiment différentes formes et ils peuvent être d'une grande diversité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce qu'on est face à un commun ou non? Il n'y a pas de règles fixes très pures et simples, mais il y a quand même des grandes lignes qui peuvent guider notre analyse. On va retrouver en fait 3 éléments importants. Un premier élément qu'on retrouve dans les communs, c'est en fait la ressource qui est partagée. Cette ressource-là, ça peut être une organisation, ça peut être une association, ça peut être un espace, une ressource naturelle ou toute autre ressource en fait qu'on voudrait partager ensemble. Ensuite, ça nous prend une communauté. Cette communauté-là, ça va être l'ensemble des individus, des usagers, des personnes qui vont utiliser cette ressource-là et qui vont la gérer ensemble. Et finalement, le 3e élément important, c'est l'ensemble des règles et des différentes obligations qui vont être créées et qui vont être décidées par la communauté et qui vont permettre de décider qui a des droits d'accès, qui a des droits d'usage, comment est-ce qu'on gère la ressource. Et c'est tout ça ensemble qui va former un système de gouvernance complexe et démocratique qui va non seulement s'assurer que tout le monde a un accès équitable à la ressource, mais qui va aussi s'assurer de préserver le commun à travers le temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que le commun, ce n'est pas une chose en tant que telle. Par exemple, si j'ai un parc public, mais j'ai aucune communauté qui fait vivre ce parc-là, qui le gère ensemble, mais je n'ai pas un commun, j'ai un bien public. Donc, derrière l'idée de commun, il y a l'idée d'action, de verbe. Donc, le commun, c'est plus une action qu'un nom. Donc, souvent, on va parler en fait de commoning ou l'acte de mettre en commun. Et quand on revient en fait à la question qu'on se posait, c'est comment est-ce que les citoyens peuvent influencer les politiques publiques? Bien, le narratif des communs nous semble un bon moyen en fait d'aller vers là. Pourquoi? Parce que le narratif, le concept des communs met la population, met les communautés locales au cœur de la gouvernance. Donc, si on était capable d'amener le concept des communs au cœur des municipalités, on aurait là un outil concret pour vraiment démocratiser puis décentraliser la prise de décision et vraiment le partager avec les communautés. Donc, je laisse la suite à toi, Nadim. Merci Marie-Soleil. Alors, comment intégrer ces communs aux politiques publiques municipales? On a 2 grandes façons de le faire. En tout cas, on a identifié 2 grandes façons lors de cette mission et on va vous les présenter par la suite. On a des exemples montréalais, mais on a aussi des exemples barcelonais. L'exemple de Montréal, dont Isabelle a parlé tantôt, qui est par exemple le budget participatif et le nouveau programme projet participatif citoyen à l'arrondissement Rosemont-Patrie. Ça peut être aussi, via la redistribution du pouvoir décisionnel, une gestion différente, une gestion civique des actifs et des services publics. Là, on vous présentera l'exemple de la Hydra. Ça peut être aussi des nouvelles façons de collaborer ou d'envisager la participation publique, notamment via des plateformes de participation citoyenne telles que Decidim. Là encore, on vous en parlera tout à l'heure. Et c'est aussi des sessions d'usage telles que Canbatio ou encore le bâtiment 7 à Montréal. On peut aussi intégrer ces communs différemment dans les politiques municipales, notamment via la création d'organismes intermédiaires. On a observé qu'il y avait des nouveaux modèles de gouvernance qui sont en train de se développer. Je laisserai Marie-Soleil et Laura en parler un peu plus davantage tout à l'heure. Mais c'est notamment via la création d'accélérateurs de coopératifs tels que Coopolis ou encore via l'accélérateur d'applications collaboratives. Donc, c'est vraiment des programmes d'incubation tels que la Communificadora. On va avoir du mal à le dire, mais voilà. Je laisse la parole à Laura qui va vous présenter davantage la vision de la ville de Barcelone. Oui, effectivement. Donc, pour vous situer d'abord, à Barcelone, le gouvernement municipal en ce moment, c'est porté par une plateforme citoyenne qui s'appelle
Barcelone en commun. Donc, ça veut dire Barcelone en commun. Donc, déjà, ça nous donne des pistes que la question des communs, c'est quelque chose qui est pas mal intégré dans l'ADN de cette groupe. Et donc, ça a vu reflété dans leur politique publique. Je voudrais signaler aussi que avant de l'entrée au gouvernement municipal de ces groupes-là, il y avait déjà des projets ou des actions que les antérieurs exécutifs avaient fait pour faciliter l'émergence des communs urbains, mais il n'y avait pas une politique en tant que telle qui visait la municipalité de manière transversale. Donc, ça, c'était le principal changement qui a apporté Barcelone en commun, c'est cette plateforme citoyenne qui est au gouvernement. On pourrait dire que leur champ d'action se base surtout d'un côté en comment on gère des espaces publics ou des bâtiments publics par la communauté. Et pour faire ça, pour faciliter cette gestion communautaire des espaces publics, il a fallu d'abord faire un inventaire de tous les bâtiments municipaux existants, chose qui n'existait pas jusqu'à date. Donc, ça a été une première action très importante du côté de la ville. Et d'un autre côté, ils ont développé, c'est encore un projet pilote, mais un outil qui s'appelle bilan communautaire qui servirait à mesurer les degrés de communautarité des projets ou des propositions pour gérer ou pour l'appropriation par la communauté d'un espace public déterminé. Donc, ça serait pour remplacer un peu l'appel d'offres traditionnel qu'on connaît. Donc, il cherche vraiment à établir une autre manière de se relationner avec la communauté. Ça, c'est, comme je disais, toujours un projet pilote. Un autre point très, très important de cette politique municipale, c'est l'importance qu'ils accordent à l'usage versus la propriété. Donc, il travaille beaucoup sur la notion de cession d'usage pour des groupes communautaires, ce qui permet à ces groupes-là de pouvoir s'approprier et gérer un espace ou un bâtiment pendant une durée de temps assez longue. Par exemple, avec Cambadio, qu'on expliquera un peu plus tard, il vient de signer une telle entente pour 30 ans. Donc, ça, c'est aussi un point important dans le cas de la ville de Barcelone. Il y a eu aussi pas mal de démarches pour essayer de remunicipaliser des biens qui sont considérés communs, comme l'eau, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours marché, parce que même si cette plateforme citoyenne est au gouvernement, ils sont quand même en minorité. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est quelque chose qui c'est dans leur principale ligne d'action. Et aussi, une question que la ville a dû faire face, c'est toutes les questions des différents cadres normatifs existants. Parce que bien que même s'ils auraient eu la majorité absolue au gouvernement municipal, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a aussi les cadres catalans, les cadres espagnols et les cadres européens à niveau de normatifs. Donc là, ils ont dû pas mal innover aussi. Par exemple, ils ont fait appel à une charte municipale très ancienne qui dirait que dans certains cas, les citoyens peuvent eux-mêmes offrir des services à la communauté. Et ça m'amène à une autre grande ligne de travail dans la question d'intégration des communs urbains pour la ville de Barcelone. Si j'ai parlé des espaces et des bâtiments avant, là, je parle des services. Ça, c'est une autre question qu'ils explorent et sur laquelle ils travaillent en ce moment. C'est d'évaluer de quelle manière, pour certains services, peut-être pas pour les pompiers ou pour la santé ou pour certains services de base, disons, mais pour certains services comme pourrait être l'animation d'un quartier ou les loisirs ou
d'autres types de services, il travaille pour voir comment il peut être offert par la communauté d'une manière autre que la sous-traitance ou les concours publics dont j'ai parlé avant. Bon, ça serait un peu tout par rapport aux lignes principales d'action politique de la part de la ville de Barcelone. Et là, je donne la parole à moi-même, OK? Je continue. Donc, comme on disait avant, maintenant, on va parler comme plus de différents projets en détail. Un d'eux, c'est le projet de la Comunificadora. Ça, c'est une initiative très intéressante de la ville de Barcelone, mais aussi d'autres acteurs. Donc, la manière comme l'initiative a été lancée déjà en elle-même, c'est comme en commun, un peu le commoning que Marie-Soleil mentionnait tantôt, comme en faisant référence plutôt à la manière de faire qu'à une chose concrète. Donc, la Comunificadora, c'est un programme, une sorte de... C'est pas vraiment un incubateur, c'est un programme d'appui à la création et consolidation des projets d'économie sociale qui sont orientés spécifiquement vers l'économie collaborative, pro-commun. Je disais qu'il a été conçu d'une manière intéressante parce que même si c'est la ville de Barcelone à travers son agence de développement économique local qui s'appelle Barcelone Activa, qui fait possible ces programmes à travers des financements, il a été conçu et il est géré en collaboration avec des acteurs communautaires. Donc, notamment la ville, comme je disais, mais aussi une coopérative multipartite qui s'appelle FEM Procommons, qui travaille particulièrement sur les communs numériques. l'AppCoop, qui est une coopérative pour la promotion de l'entrepreneuriat en économie sociale. Et aussi un groupe de recherche d'Imons qui est spécialisé en économie collaborative pro-commun. Et l'organisation Goteo, qui est une plateforme de financement participatif. Donc, oui, déjà, le seul fait que ce programme soit géré par ces 4 organisations en plus de la ville, c'est déjà, je pense que ça dit déjà beaucoup de la volonté d'amener les communautés au centre de leur propre développement. Et pour présenter rapidement en quoi consiste le programme, c'est d'un côté, il y a de la formation, on pourrait dire plus formelle, donc plus sur gestion d'entreprise, des questions juridiques particulièrement importantes quand on parle d'économie collaborative, des ateliers pratiques comme sur communication, prototypage. Il y a une partie très importante d'ateliers pour faciliter la collaboration entre les différents projets participants. Et il y a aussi une partie dédiée au soutien de la part sous la forme de coaching au tutorat. C'est un programme assez neuf, mais qui est quand même dans son 3e édition. Et pour le moment, il s'éprouve assez successful. Et je voudrais vous présenter rapidement 2 exemples des projets qui sont issus de ces programmes. Et en fait, c'est des projets qu'on a visités quand on était à Barcelone lors de la mission d'études. D'un côté, on a Katuma. Katuma, c'est une plateforme technologique coopérative alimentaire ouverte. Donc, c'est une coopérative à la fois des consommateurs et des producteurs. Et elle regroupe des producteurs et des groupes d'achats locaux pour faciliter la consommation d'aliments écologiques et de proximité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la propre plateforme technologique est en code ouvert. Elle fait partie d'un mouvement international plus large, la Open Food Network, qui permet à n'importe quel groupe communautaire d'utiliser cette plateforme et de créer une telle plateforme n'importe où dans le monde. Et d'un autre côté, un autre projet qui est issu de ces programmes-là, la Comunificadora, et qu'on a visité aussi à Barcelone, c'est Som Mobilitat. C'est le prochain slide, ça.
oui. Et Sommobilitat, ça veut dire nous sommes mobilité. Et c'était un projet collectif, une coopérative de consommateurs qui est né dans le but de construire des outils et des services pour aider à la communauté à évoluer vers une mobilité plus durable. Donc, ils offrent plusieurs services comme l'autopartage. Oui, basiquement, c'est l'autopartage. Et on trouve une équivalence assez claire avec le projet Locomotion ici à Montréal qui est mené par Salon Collectif. Et voilà, maintenant, je pense que c'est pas mal complet sur la communificadora. Donc, je laisse la parole à Nadim pour vous expliquer un peu plus sur Decidim. Merci, Laura. Maintenant, je vais vous parler de Decidim, qui est une plateforme open source de consultation en ligne qui permet de mettre en place des processus participatifs directement en ligne. Alors, Decidim, pour la petite anecdote, qu'est-ce que ça veut dire en catalan? Ça veut dire « décidons maintenant ». C'est une plateforme qui a été créée en 2017 avec la nouvelle municipalité, Barcelona-El Comú, et c'est très relié au mouvement des indignés, à l'importance qui était accordée en 2017 à la gestion plus démocratique de la ville de Barcelone. Alors, que permet la plateforme Decidim? Ça permet surtout de mettre en place des processus massifs de consultation à très grande échelle, et ça notamment par différents types d'organisations, que ce soit des OBNL, des coop, des municipalités ou encore des ONG. Ça permet de lancer des appels à idées, de discuter, mais aussi d'échanger sur du budget participatif, par exemple, etc. Alors, que propose la plateforme Decidim? Elle propose d'une part différents espaces de participation, tels que des assemblées générales, la création de processus électoraux. On peut même tenir des référendums sur Decidim. Et la plateforme propose également différents types d'outils pour permettre la participation citoyenne. Donc, que ce soit des questionnaires, des débats, des votes, des appels à idées ou encore la présentation de certains projets. Cette plateforme numérique, elle est souvent mise en relation avec des assemblées physiques. Et donc, pour ça, la communauté de Decidim est très développée. On a Meta Decidim Community, qui est en fait la communauté numérique de Decidim. On a Somme Decidim, qui est en fait l'équipe physique qui gère Decidim. On a ensuite le Decidim Lab, qui est un regroupement de chercheurs et d'universitaires qui réfléchissent à comment développer et améliorer cette plateforme Decidim, qui, je le rappelle, est open source. Et enfin, il y a l'équipe de coordination de Decidim. Alors, chaque année, cette communauté de Decidim se réunit lors du Decidim Jam. Cette année, c'était à Barcelone, donc on a eu l'occasion de les rencontrer. On a pu échanger sur la façon dont la plateforme est gérée, sur le nombre de partenaires et de personnes qui sont impliquées dans ce mouvement Decidim. Juste pour information, c'est un mouvement qui est entièrement open source et donc gratuit. La plateforme Decidim est accessible sur GitHub. On pourra vous donner plus d'informations, mais vous le voyez déjà ici. Et je ne vais pas vous en dire davantage, je vais simplement vous présenter une vidéo qui résume assez bien l'ensemble. Et j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que ça marche? Non. Alors. Écran. Donc, il faudrait peut-être changer la présentation, l'enlever, puis aller à revenir en fait à ton bureau. Oui. Alors. Et puis repartager la vidéo comme tout à l'heure. Comme ça. Oh, ça là, ça fonctionne. Oui. C'est bon? Oui. OK, je mets play. We spend our day on social networks, seeking approval from others, or reinforcing our ideas about how badly the world works. What if, instead of complaining, we could connect with different opinions, discuss common concerns, and reach binding agreements to make real changes in our lives? This is Decidim, a political network, a platform for democratic participation, easy to use for any group of people, from the smallest to the largest. If, for example, you're a city council that has to manage a public budget, Decidim helps you. Citizens can use Decidim to provide different proposals on where to spend money, evaluate their viability, and vote for them.
In addition, it allows you to track in real time how the selected projects are carried out. If, on the other hand, you're a group of people who want to self-organize as an NGO, a cooperative, association, or collective, Decidim also. Decidim changes and improves. It grows with. It's a political network to make decisions in a free and secure manner. It respects people's privacy. Decidim is a techno-political tool to build the democracy of the future. Because democracy never felt so real. Je reviens. Ça marche toujours? On y est? Oui, on voit la présentation. Merci. C'était Decidim. On aura l'occasion d'en venir peut-être un peu plus là-dessus sur la période de questions, mais aussi sur les outils qu'on est en train de développer. Juste pour information, il y a environ 80 villes qui ont mis en place Decidim en Europe, mais il n'y a aucune ville qui a utilisé Decidim en Amérique du Nord. Peut-être que Montréal sera la première. Je lance ça ici. Et je vais directement passer la parole à Marie-Soleil. On ne t'entend pas. C'est pas toi qui présentais Combatio? Est-ce que vous m'entendez? OK, on peut passer à la prochaine slide. Ici? La prochaine. Combatio. Mais dans le fond, Combatio, c'est un peu comme l'équivalent du bâtiment 7. Ça peut penser à faire ça. Donc, c'est une ancienne zone industrielle qui avait initialement été supposée être utilisée pour faire du développement immobilier. Puis finalement, avec la mobilisation citoyenne, les citoyens aux alentours ont réussi à faire arrêter le projet et à obtenir en fait un droit de cession d'usage. Donc, comme Laura l'expliquait au début, donc pour Combatio, c'est un partenariat qui est public, coopératif communautaire, c'est-à-dire que public, le bâtiment appartient à la municipalité de Barcelone, mais elle en cède des droits d'usage pour une période de 30 ans, à un montant qui est probablement très abordable. On ne peut plus avoir la valeur du montant, mais qui est probablement très abordable. Et la gestion, en fait, de l'établissement est gérée, en fait, par des coopératives. Et puis, la communauté aux alentours des bâtiments est aussi impliquée dans la gestion puis dans le développement des projets. Ce qui m'amène en fait à la prochaine slide. Celle de Coopolis. Est-ce que ça marche? Parce que je l'ai à mon écran. Ah, moi, je ne l'ai pas ici. Non, on ne le voit pas, le changement. On est toujours avec le Decidim. D'accord. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Je pensais que c'était... Alors, je reviens sur le partage d'écran. Ça devrait fonctionner. Maintenant, est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Super. Donc, Coopolis, c'est un accélérateur de coopératives, mais c'est aussi un incubateur social qui va intégrer autant des acteurs publics que des acteurs coopératifs ou communautaires. Donc, l'acteur public, en fait, c'est la ville de Barcelone qui est propriétaire du lieu où se trouve Coopolis et qui en cède le droit d'usage. Et coopératif communautaire, bien, je vais vous l'expliquer en fait. Donc, Coopolis, c'est un centre de formation et d'accompagnement qui fait la promotion de l'économie sociale. Ce qui est intéressant, c'est que Coopolis a une vision de l'économie sociale qui est assez critique et qui est féministe. Donc, à Coopolis, on va remettre en question la séparation traditionnelle qu'on retrouve entre les sphères publiques et les sphères privées, qu'on retrouve traditionnellement entre la production marchande et la reproduction sociale, ou entre le travail rémunéré et le travail de care qui est non rémunéré. Donc, avec cette approche-là, Coopolis permet de rapprocher en fait le monde communautaire avec celui de l'économie sociale. Donc, ils introduisent une perspective, en fait, des principes d'équité et de reconnaissance de la diversité des expériences vécues. Donc, par exemple, il va y avoir différents projets qui vont être présentés à
à Copolis, donc différents jeunes qui veulent partir des idées de projet. Donc, on va les orienter vers un modèle d'économie sociale, mais on va aussi leur demander de mettre carte sur table, donc d'expliquer comment ils peuvent s'impliquer dans le projet, mais quelles sont aussi les contraintes qu'ils ont dans leur sphère privée. Donc, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils doivent s'occuper de personnes âgées? Et on va amener en fait les membres de la coopérative à discuter de ça et à voir comment est-ce qu'ils peuvent négocier une entente pour, je ne sais pas, pour voir comment est-ce qu'on ajuste les horaires, comment est-ce qu'on fait des compensations financières, comment est-ce qu'on vient rééquilibrer les tâches pour s'assurer que le domaine autant public que privé est tenu en compte et est considéré. Donc, c'est vraiment un modèle d'incubateur qui est très intéressant, qui est beaucoup dans la logique des communs. Donc, on va intégrer différents aspects, on met les gens au cœur. Et puis, c'est une approche de laquelle on pourrait beaucoup s'inspirer. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du financement. Copolis est entièrement financé par le public présentement, donc à 80% par l'État de la Catalogne et à 20% par la ville de Barcelone. Et quand même, Copolis essaie de voir comment ils pourraient diversifier leurs sources de financement. Juste pour vous donner une rapide idée des réalisations, c'est une initiative qui est assez récente, mais dès leur première année de vie, ils ont accompagné 185 projets. De ces projets-là, 40 se sont constitués en coopératives. Ils ont donné 120 ateliers de formation, une cinquantaine d'activités éducatives, plus de 30 actions de sensibilisation. Ils ont créé 130 emplois et ils ont impliqué 2500 participants dans l'élaboration des projets. Donc, c'est vraiment un beau modèle d'incubation sociale. Il y a un beau partenariat où on voit le public, le coopératif et le communautaire intégrés dans la même sphère. Alors, pour finir sur notre présentation, on a parlé de services, on a parlé de plateformes de participation en ligne, de sessions d'usage. Maintenant, on va parler de l'aménagement public et de l'engagement citoyen dans l'espace public, avec notamment les superblocs ou super îlots que vous connaissez peut-être. Alors, le concept des superblocs est apparu dans le nouveau plan de mobilité urbaine de la ville de Barcelone en 2018, c'était le plan de mobilité 2013-2018, mais c'est tout de même un concept qui est né à Barcelone dans les années 2005. Alors l'objectif des superblocs, c'était principalement de réduire les émissions carbone, mais aussi de redonner plus de place aux piétons dans l'espace public et donc de réduire l'importance de l'automobile. On peut le voir ici avec le modèle actuel qui est en fait assez typique de Barcelone, le quadrillage, qui est tout de même assez similaire à Montréal. Et donc, le modèle des super-IS, c'est de fermer certaines voies de circulation, de redonner ces espaces-là aux vélos et aux piétons sous différentes formes. Donc, on va vous présenter différents types de superblocs et différentes initiatives qu'on a pu visiter à Barcelone. On va essayer d'opposer deux visions avec deux superblocs différents. La première vision qui est celle du superbloc de Sant Antoni, avec une initiative qui s'appelle Espai Germanetes. En fait, cet espace-là, qui est né dans les années 2000, je ne vais pas dire n'importe quoi, 2013, il me semble, est né en fait d'un appel à projet du district Sant Antoni qui visait à activer un espace vacant via l'agriculture urbaine. Et donc, à la suite de cet appel à projet, une association de voisins, qui est l'association de voisins de Exemplé, a répondu à l'appel à projet, a bénéficié d'un budget participatif et a mis en place, comme on peut le voir ici, un jardin communautaire qui est entièrement géré par les résidents du quartier. Donc, c'est un aménagement qui est ici transitoire. Peut-être qu'il y aura des bâtiments à vocation sociale qui vont naître sur cet espace-là. C'est à voir. Alors, directement en lien avec Espai Germanetes, en fait, le district de Sant Antoni a mis en place tout un tas d'initiatives, notamment avec des espaces qui sont basés sur l'urbanisme tactique. On peut en voir un exemple ici. C'est vraiment du low-tech, c'est du do-it-yourself. Les citoyens et les résidents du quartier viennent dans l'espace public, ont une certaine liberté pour mettre en place des aménagements temporaires. Ici, un autre exemple qui nous fait beaucoup penser à la rue de Castelnau à Montréal avec sa peinture bleue au sol. Alors, c'est intéressant parce que c'est ce type d'approche qui est très bottom-up et est né des citoyens qui étaient très actifs dans le quartier et dans le district de Sant Antoni. Et ce qu'on va vous présenter par la suite, qui est maintenant le quartier du Superbloc de Poblenou, qui a été en fait l'un des premiers à bénéficier du programme Superbloc à Barcelone, qui était en fait un projet pilote et qui est un ancien quartier industriel.
Poblenou, c'est environ 13 500 mètres carrés qui ont été redonnés en plus aux citoyens via notamment l'apparition de nouveaux espaces, comme on peut le voir ici, qui sont moins DIY, qui sont moins portés sur l'urbanisme tactique, mais qui sont tout de même plus finis. Et c'est aussi une baisse du trafic automobile de quasiment 58%. Alors, il faut savoir que le superbloc de Poblenou, malgré son apparence, n'a pas toujours été bien accepté par les citoyens du quartier. Depuis mai 2017, donc depuis la nouvelle administration, il y a eu quand même beaucoup de revendications dans l'espace public, notamment concernant la façon dont les processus participatifs ont été mis en place pour développer ce genre d'espace. On a pu comprendre qu'en fait, le consensus politique et le consensus avec les citoyens a été difficile. Sur ce qu'on a pu apprendre, la ville de Barcelone avait en fait déjà imaginé tout un plan concernant le quartier de Poblenou, et des citoyens du quartier se sont ensuite mobilisés pour revendiquer une participation plus importante, pas uniquement à la fin du processus de conception de cet espace-là, mais bien en amont. Donc, il faut savoir que Superbloc, même si sur le papier, c'est une approche qui est très louable, il y a aussi beaucoup de revendications à Barcelone, une revendication qui n'est pas toujours mise de l'avant dans ce qu'on pourrait lire. Je ne vais pas prendre plus de temps pour parler de Superbloc. Je vais laisser Laura finir sur cette mission. Merci. Oui, en réalité, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Juste signaler, insister sur le fait que c'est ce qui se passe à Barcelone, c'est vraiment en cours maintenant. Il y a comme un changement de paradigme en ce moment. C'est quelque chose qui s'est construit, c'est très important de construire avec les communautés. Et je pense, et nous pensons, je crois, que Montréal est en train de vivre un peu un momentum similaire, et ça serait très intéressant de pouvoir approfondir plus sur, pas seulement sur les échanges entre Montréal et Barcelone, mais directement à Montréal sur comment faire pour que les citoyens puissent être plus au cœur de la démocratie, non? Finalement, c'est ça par définition ce que la démocratie devrait être. Et voilà, merci beaucoup à Victoria et Geneviève pour nous inviter. Et là, je pense qu'il va y avoir un moment pour les questions. Merci à vous pour cette belle présentation. On voit que c'est une effervescence extraordinaire de projets. Personnellement, je me pose la question, qu'est-ce qui a suscité ce changement de paradigme à Barcelone? Quel a été l'événement à la base, ou les événements, ou le mouvement en fait qui a suscité ce changement de paradigme? C'est une première question. Je lance des questions. C'est pas une question facile. Je pense pas que j'ai la réponse pour ça, ou la réponse absolue. Je peux vous dire mon opinion ou la vision que j'ai. Moi, je dirais pas qu'il y a comme un élément déclencheur. Je dirais qu'il y a toujours comme des vagues où des gens sont plus mobilisés. C'est pas quelque chose de nouvel des 10 dernières années. Donc, je sais pas, il y a 100 ans aussi, il y avait beaucoup de mobilisations ouvrières. C'est vraiment des vagues. Peut-être un élément déclencheur, si on veut le voir comme ça à Barcelone, aurait pu être la crise du logement. Donc, c'est un gros problème à Barcelone, la hausse des prix immobiliers qui font qu'il y a un effet d'expulsion des résidents, non, le processus de gentrification. Donc, il y a eu dans toute cette vague des indignés, je ne sais pas si vous connaissez, dans les années 2007, choses comme ça, comme le Occupy Wall Street, tout ça. Donc, il y a eu une forte mobilisation des citoyens. Et une des revendications plus importantes, c'était l'accès à un logement digne et abordable. Et en fait, l'actuelle mairesse de Barcelone, elle était comme une des leaders d'une de ces plateformes citoyennes. Elle était une militante, oui, et concrètement sur la question de l'accès au logement. Donc, ça pourrait être un des déclencheurs, peut-être. Je suis d'accord avec toi. Ce qui était étonnant quand on a fait la visite, quand on a rencontré les gens, c'est que tous les gens qu'on rencontrait à la ville, on parlait le même langage.
des activistes militants, c'est des gens qui veulent faire changer les choses. Et au lieu d'essayer de faire changer les choses de l'extérieur, ils se sont fait élire. Et là, maintenant, ils sont à l'intérieur de l'appareil municipal et essaient en fait de changer l'appareil pour le rendre plus démocratique. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Je pense que le mouvement municipaliste, c'est beaucoup ça aussi, d'utiliser nos municipalités et d'avoir des maires qui comprennent cette vision-là et qui essaient en fait de changer le système pour amener plus de démocratie. Et je pense que là, soit s'impliquer davantage au sein des partis politiques qui sont élus, soit se faire élire soi-même, soit travailler en collaboration avec les maires pour les amener à avoir cette vision-là. On a la chance d'avoir Barcelone qui a fait ce processus-là depuis 3 ans. Je pense qu'il y a vraiment possibilité de s'inspirer de leur parcours. Puis je pense que c'est vraiment l'idée de se faire élire et de changer les choses de l'intérieur de l'appareil municipal. Intuition. Oui, merci. Isabelle avait quelque chose à dire? On te laisse la parole. Ce que je trouve intéressant de ce que tu viens d'amener, Marie-Soleil, c'est qu'au Centre d'écologie, on se questionne souvent comment amener les citoyens qui font des activités, de l'action citoyenne dans leur quartier, dans leur ruelle, vers la structure formelle de la ville où on peut instaurer des changements durables. Je fais partie d'une recherche avec l'Université de Montréal sur la participation informelle. Et, ils étudient avec Laurence Bérère l'évolution de la participation sur actuellement le dumpster diving, là, les gens qui sont dans les mouvements pour récupérer de la nourriture dans les conteneurs. Puis aussi le verdissement pour voir si ces implications-là mènent à des implications politiques dans le formel à travers le temps. Parce que nous, actuellement, il y a une scission un peu entre l'implication on dirait qu'on croit peu à l'implication politique dans notre ville. Et il y a un grand accent qui est mis sur la participation de transformation par soi-même de notre environnement. Et que moi, je me questionne comment faire les liens entre ces deux structures-là pour des changements à long terme. C'est intéressant de voir des militants, dans le fond, qui ont... Oui. Excusez-moi, dans l'histoire du Centre d'écologie, Dimitri Roussopoulos avait fondé un parti politique dans les années, fin années 90, début des années 90 à Montréal, qui s'appelait Écologie Montréal, dans le but de transformer la ville. Puisqu'il n'avait pas été élu, il avait fondé le Centre d'écologie urbaine. Je voudrais ajouter qu'à Barcelone, en plus du fait que maintenant on a un gouvernement citoyen, on pourrait dire, quand même, il y a un réseau très riche de mouvements communautaires. Donc, ça n'aurait pas pu se faire. C'est pas qu'ils ont commencé à le faire il y a 3 ans. Ça fait longtemps que les mouvements communautaires travaillent. Et là, ça a été comme le déclencheur, l'effet qu'ils soient dans les gouvernements municipaux. Merci. Si vous avez des questions, toutes les gens qui sont là ici en train les participants, gênez-vous pas de nous écrire en fait sur le chat ou de lever la main en fait via la plateforme Zoom. Ça me ferait plaisir de savoir. Donc, pour répondre aux questions par rapport au PowerPoint, oui, vous pourrez avoir le PowerPoint, puis aussi il y aura une diffusion une web diffusion de ce webinaire. Ça me fait plaisir. Moi, j'aurais peut-être une question à Nadim qui a parlé de Décidine. À Montréal, il y a la plateforme Réalisons Montréal qui est offerte qui est une plateforme disponible aux arrondissements pour faire la participation en ligne. Est-ce que tu la connais, puis est-ce qu'il y a une grande distinction entre les deux plateformes? Ce que je pourrais dire de la plateforme Réalisons Montréal, c'est qu'elle permet à la ville d'assurer un bon suivi de l'évolution des projets qui sont en cours et aussi d'informer activement les citoyens aux ateliers de co-design, par exemple, ou au moment de la consultation. Ce que ferait peut-être en plus Decidim, c'est que la plateforme Decidim est capable d'entrer davantage dans le détail en organisant des forums citoyens en ligne, ce qui me semble
Il me semble que Réaliser Montréal ne le fait pas de façon aussi poussée, de vraiment mettre en place des processus participatifs relatifs au vote ou encore à la présentation de certains intérêts. Je pense que Réaliser Montréal est une belle plateforme pour ce qu'on propose ici à Montréal, mais qu'il y aurait moyen de la développer davantage, surtout sur les outils qui sont mis à disposition des citoyens. Je pense qu'il y a plusieurs outils disponibles sur Réaliser Montréal qui sont sous-utilisés actuellement, dont le débat puis le forum. Après, on se pose aussi souvent la question, je pourrais prendre le cas de Camille Inhoud, par exemple, qui était un cas assez marquant, où est-ce que les serveurs de l'OCPM n'avaient jamais reçu autant de mémoire, par exemple, pour un projet comme celui-ci. Je ne sais pas si, par exemple, une plateforme comme Réalisons Montréal serait capable de recevoir autant de personnes d'un coup. Je sais que Decidim avait quand même reçu un nombre assez conséquent de mémoires, de propositions, et que la ville de Barcelone s'engageait à répondre à chacune des questions que les citoyens posaient sur cette plateforme-là. Oui, j'ai entendu même dire, c'est peut-être même toi, Nadim, qui lors d'un échange qui m'a dit ça, parce qu'il y a toute une équipe, en fait, à la mairie de Barcelone, dont l'objectif est de gérer toutes les informations qui parviennent de la part des citoyens via cette plateforme de Decidim. Oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a une communauté qui développe la plateforme, mais il y a aussi une communauté, une équipe de coordination municipale à la ville de Barcelone, tout comme dans les autres villes qui ont utilisé Decidim pour leur processus de participation citoyenne et qui ont tout simplement dégagé du personnel et aussi du budget pour gérer les informations recueillies via Decidim. Peut-être que Laura ou Marie-Soleil pourraient nous en dire si... Bien, de ce que je me souviens par rapport à Decidim, c'est une application qui est open source, qui est gratuite, mais ça vient aussi avec une charte. Et une des conditions de la charte, c'est la municipalité doit répondre à tout le monde. Ça fait partie, en fait, du processus, de la philosophie des valeurs, ce qui fait en sorte que pour chaque citoyen qui a soumissionné une idée, c'est sûr que si on a 3 idées, par exemple, pour une piste cyclable, on peut demander aux citoyens: parlez-vous ensemble, revenez-nous avec une proposition unifiée. Mais après ça, on doit répondre, on va expliquer, bien, est-ce que le projet va être fait, oui ou non? Sinon, pour quelles raisons? Et si oui, on est capable de suivre en ligne à tout moment l'évolution du projet, où on est rendu. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir, d'être transparent sur les décisions qui sont prises. Et ça permet aussi, par exemple, quand des projets doivent être refusés, bien, d'expliquer la nature et pourquoi ça a été refusé. Donc, c'est vraiment un dialogue qui est mis en place. Et effectivement, quand tu dois répondre à tout le monde, mais ça doit en fait prendre des gens pour gérer ça. Mais c'est un beau problème parce qu'à partir du moment où tu as beaucoup de gens qui participent à la plateforme, bien, en fait, c'est là que tu as une communauté et c'est là que tu es en train de créer vraiment, donner tout le sens à c'est quoi une ville, c'est quoi une communauté. Donc, on a une question de la part de l'un de nos participants, M. Manuel Cisneros, qui pose la question suivante. Je me demande aussi comment ces initiatives peuvent être intégrées ou transformées en politique publique sans qu'on les transforme ou qu'on impose aux citoyens des cadres rigides qui deviennent des obstacles pour ces initiatives. M. Cisneros, si ça vous tente, vous pouvez aussi intervenir directement et discuter peut-être de manière plus dynamique autour de votre question avec nos participants. Sinon, donc on peut voir qu'est-ce que cette question évoque auprès de nos intervenants. Bien, je pense que cette question, ça la pose aussi l'équipe à la ville de Barcelone, par exemple, ou à la ville de Madrid, qui ont aussi un gouvernement assez, une plateforme citoyenne. Je pense que c'est une des questions, en fait. Non, de là, les besoins d'inventer ou créer de nouvelles manières de se relationner avec les citoyens au-delà de la sous-traitance ou des concours publics. Et dans ce sens-là, un essai de la ville de Barcelone, c'est le bilan communautaire que j'ai mentionné, mais c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Donc, je ne sais pas les autres, mais moi, je n'aurais pas vraiment une réponse à ce moment pour cette question. M. Cisneros nous dit qu'il n'est pas équipé avec un micro, malheureusement. Alors, il a posé sa question uniquement dans le chat. Marie-Soleil, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour cette question? Non, j'avais l'air de oui, non, mais non. Donc, c'est comme un processus, en fait, à continuer à développer, en fait, pour pouvoir être en mesure de
rendre ces initiatives-là à d'autres niveaux, quoi. J'aurais peut-être rajouté que Montréal et Barcelone font face à la même question au même moment et aux mêmes enjeux également, qui est celle de redonner du pouvoir aux citoyens et de décentraliser certains services ou en tout cas certaines tâches qui auparavant revenaient soit aux arrondissements, soit à la ville de Montréal. Et peut-être qu'un élément supplémentaire de réponse pour Monsieur Manuel, ça serait peut-être de continuer sur les projets pilotes. Le Centre d'écologie le fait très bien en ce moment, en collaboration avec certains arrondissements, mais de poursuivre ces projets pilotes, d'essayer de voir comment est-ce que les citoyens peuvent être mobilisés et impliqués au sein de leur communauté et poursuivre cet échange avec l'appareil administratif, les fonctionnaires de la ville de Montréal et les élus, et comprendre où est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut s'impliquer, et au contraire, où est-ce que des arrondissements et la ville désirent rester là où elle est, par exemple. Peut-être aussi un autre élément de réponse, puis tu me confirmeras, Laura, mais peut-être que les organismes intermédiaires aussi ont un rôle à jouer. C'est-à-dire c'est des organismes qui font le pont entre la municipalité et les citoyens et qui permettent en fait d'amener une certaine flexibilité. Puis je sais que c'est une chose qu'on avait remarqué à Barcelone, c'est des entreprises publiques, me semble, Laura, qu'on appelait, qui sont créées pour, par exemple, pour des projets particuliers, mais dans lesquels il y a beaucoup plus de flexibilité qu'au sein de la municipalité même. Fait que peut-être de créer justement ces niches ou ces espaces-là où ce qu'on a plus de latitude peuvent être un moyen justement d'avoir des politiques ou des projets qui se réalisent sans être pris trop peut-être dans la structure rigide qu'il pourrait y avoir. Mais... Oui, c'est un très bon point, Marie-Soleil. Oui, il y avait, dans le cas de Barcelone, il y avait une entreprise municipale qui s'appelait Foment de Ciutat, qui avait un peu la mission de développer des projets spéciaux, on va dire, sans les contraintes, la rigidité qui pourrait se trouver au sein de l'administration de la ville pour toute une série de normatifs et tout ça. Je ne sais pas, je lance l'idée, je pense qu'il y a des participants du LIUM ici, mais je ne sais pas si le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal pourrait aussi jouer un rôle là-dedans, de travailler sur ces nouvelles formes de se relationner avec les citoyens. Je pourrais dire ce que l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie lance comme le programme projet participatif citoyen, c'est aussi de l'expérimentation de cette zone-là qui est un programme de l'arrondissement avec l'expérimentation d'une gestion par citoyen, là, par petit milieu de vie. D'ailleurs, pour les gens intéressés, il y a une rencontre d'information mardi prochain, le 19, au chalet du Parc Maisonneuve. Donc, on va essayer, l'arrondissement propose un cadre d'un programme, mais notre première année sera vraiment de l'expérimentation pour voir qu'est-ce qu'on peut réaliser là, avec les citoyens. On ne sait pas encore quel type de projet, comment on va essayer d'être en négociation avec l'arrondissement pour créer ces nouvelles zones-là qui respectent le cadre de l'arrondissement, mais qui laissent place à l'innovation. Parfait. Il y a une question de Joachim. Est-ce que c'est une version en vive voix? De vive voix, Joachim? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, parfait. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour ces présentations. Vraiment, c'était franchement intéressant. Moi, je m'appelle Joachim, je travaille à la Coalition montréalaise des tables de quartier. Donc, je suis toujours fascinée là, de voir qu'est-ce que les communautés sont capables de faire quand elles se mettent ensemble et tout ça. Donc, c'était vraiment, franchement, intéressant. Et dans les tables de quartier, en fait, on a vraiment, évidemment, cette préoccupation-là à impliquer les citoyens de toutes sortes de façons à travers nos plans de quartier et tout ça. Mais le défi auquel on fait face, c'est toujours d'aller chercher les populations qui sont, disons, plus difficilement rejoignables. Donc, et parce qu'on est vraiment dans un processus, une volonté de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'exclusion sociale. Alors, je me demandais, vous, dans les différents processus que vous avez soit expérimentés ou soit étudiés, de quelle façon on essayait d'aller chercher les citoyens peut-être qui sont plus difficilement, qui sont plus durs, en fait, à mobiliser la plupart du temps. Est-ce qu'on a constaté que c'était souvent le même profil de citoyens qui s'impliquaient? Donc, voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Je pourrais peut-être lancer juste sur le budget participatif. Aux États-Unis, comme je disais, il y a vraiment un angle d'équité qui est souhaité. Donc, l'énergie est mise à rejoindre des personnes qui ne participent pas habituellement. Je ne dis pas que c'est le cas des processus actuellement à Montréal, mais je dis on peut faire le choix de faire des processus où on n'aura pas nécessairement la participation de toute la population, mais de viser des populations qui sont plus marginalisées ou qui participent moins habituellement. Donc, ça pourrait être un choix qu'un arrondissement prend pour rejoindre une population différente. Je pourrais rebondir là-dessus avec l'initiative Coopolis dont j'ai parlé, l'incubateur social. Ils ont eu aussi la même problématique, c'est-à-dire que dans les projets qui étaient présentés, c'était principalement des gens éduqués, des gens blancs, il n'y avait pas beaucoup de minorités. La première année, ils ont eu seulement 4% en fait de projets issus des minorités culturelles. Donc, la deuxième année, ils ont changé leur approche. Donc, au lieu d'aller comme ils procédaient habituellement, donc site Internet, tout ça, ils sont vraiment allés chez les gens, dans les milieux où les gens étaient. Puis, ce qu'ils ont réalisé, c'est que c'est des communautés qui ont moins, ils pensent moins que ça leur est accessible ou que c'est possible. Donc, il y a eu besoin d'avoir plus d'accompagnement, mais déjà un an sont passés de 4% à 15%. Il y a encore du chemin à faire, mais ils ont quand même été capables d'avancer beaucoup. Et je suis persuadée que si vous leur écriviez à Coopolis, en anglais, là, ils seraient probablement très, très ouverts à partager avec vous les différentes initiatives et méthodes qu'ils ont utilisées. Puis je sais que c'est un de leurs objectifs, en fait, d'essayer d'avoir le même ratio que la population. Et du côté de la ville de Barcelone, j'ajouterais que pour eux, c'était aussi un enjeu, le fait d'avoir ce qu'ils appelaient comme les usual suspects, comme que c'était comme pas mal toujours les mêmes personnes, les mêmes organisations qui s'impliquaient. Donc, pour faire face à ça, ils envisageaient comme la création d'un organisme autonome qui devrait veiller un peu pour la pluralité quand on lance un processus de commoning, non? Comme de donner accès à un bâtiment, un espace public pour veiller un peu à que ce soit ouvert, transparent et pluriel, vraiment. Mais c'était une question en cours. Ça n'avait pas été créé encore. Il y a un élément aussi qui peut être apporté, c'est que les projets développés doivent servir le plus grand nombre de la population. Par exemple, il y a un projet dans Rosemont, Bonheur Maçon, qui a été créé. Le petit groupe impliqué, peut-être, c'est des gens plus instruits, moins défavorisés, mais c'est un espace public qui a permis la rencontre des gens du quartier avec une population diversifiée. Il y a cet aspect-là qui peut être mis en compte. Oui, j'avais peut-être en conclusion une question parce que le temps arrive, notre webinaire arrive à sa fin. Et puis, c'était une question pour Isabelle. Donc, je me demandais, est-ce que, vu que le Centre d'écologie urbaine est aussi un organisme qui se propose d'influencer les politiques en vue d'une ville plus démocratique et en santé. Donc, je me demandais si toutes ces initiatives, par exemple, de budget participatif, tous ces espaces de délibération puissent influencer, peut-être pas directement, peut-être pas de manière radicale, mais par leur nombre, par l'intérêt, la participation des citoyens. Est-ce qu'ils peuvent influencer finalement la façon dont les politiques publiques sont façonnées, les politiques municipales, et les emprendre en fait d'une préoccupation plus sociale? C'est une grande question. C'est une question philosophique pour... Je pense je pourrais dire une chose là, qui influence beaucoup, c'est lorsque les professionnels et les élus travaillent avec les citoyens à développer des projets, ça démystifie beaucoup le rapport avec les citoyens et ça change la dynamique. Comme je disais, souvent les politiciens ont peur des consultations parce qu'ils ont peur que ça génère trop d'attentes, ou bien ils se disent c'est tout le temps les mêmes chialeux qu'on va entendre. Et le fait d'être dans une démarche différente, ça ouvre sur du positif, des projets, des besoins. Ça permet d'entendre tout ça. Et donc, on n'est pas dans un mode réactif, mais plus constructif.
Fait que ça crée une ouverture, je pense, chez les élus et les professionnels à impliquer les citoyens. Fait que ça, c'est un aspect important. Et aussi, on constate que les demandes des citoyens sont souvent très raisonnables. Les gens ne s'attendent pas à construire un stade olympique dans leur ruelle. Tu sais, c'est des demandes, ils veulent de l'éclairage, ils veulent des bacs de plantation. Donc, ça permet de vraiment créer un dialogue intéressant qui, ça, je pense, à long terme, va influencer la façon que vont se construire les politiques. Merci Isabelle. Alors, la grande question, est-ce qu'on peut changer la ville, une ruelle verte à la fois, à suivre peut-être lors de nos futures discussions et débats. Je remercie tout le monde, tous les intervenantes et l'intervenant qui ont participé à notre webinaire. C'était très riche, très intéressant. Et puis, alors, merci Isabelle, merci Laura, merci Nadine et Marie-Soleil. Merci à vous. Alors, on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Merci. Il faudrait avoir la petite musique d'ascenseur en début de webinaire. Bon, finalement, pourquoi avoir de la musique? On est capable de chanter. Moi, j'aimais bien ça quand vous chantiez. OK, on peut continuer. Tous ensemble. C'est la demande générale, on n'a pas eu le choix de refaire ça. On ne voit pas, mais j'ai fait des cœurs de Saint-Valentin. Oh! C'est magnifique! Yay! Je vais essayer passer, vu que ça va être enregistré. Oui, c'est juste pour là maintenant. C'est la pulsion du moment. C'est parfait. Ah, on l'a vu, ceux qui étaient là.